yes, oh yes. Yann Lamar Golf Show, épisode 2. C'est parti. J'enregistre 28 mars 2023. Ça sent le golf. Ça sent le golf dehors. On voit ben du gazon. Ça sent le golf. Ça sent aussi le vélo. Tant pis pour vous si vous faites du vélo. Mais ça sent le golf. Vraiment. Moi je suis dans la région de Montréal. Je veux pas... Probablement que dans le coin de Québec, il y a encore à peu près 10 pieds de neige. Mais dans la région de Montréal, vraiment, ça sent le golf. Ça sent le printemps. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais que pour moi, le printemps, ça a toujours été quelque chose de spécial. À chaque printemps. C'est sûr que si t'es golfeur, je pense que tu peux pas être indifférent au printemps. C'est magique. C'est 6 mois de calvaire, d'endurer la neige. On est en mode survivaliste. Puis là, tout d'un coup, on change l'heure. Le soleil commence à se pointer le nez. Ça sent le golf. On y croit. Vraiment, je suis excité d'aller frapper mon premier panier de balles dans la boîte. C'est qu'il n'y aura pas un poil dans le range. Puis je vais quand même être content. M'arriver là avec des bottes de pluie. J'aurais pas le choix de rouler mes pantalons. Je vais prendre mon gros panier. Je vais frapper les 2-3 premières shots fat. Je vais avoir de la boîte jusque dans les cheveux. Non, en fait, je sens pas, j'ai pas de cheveux. Puis je frappe pas fat non plus. Je frappe jamais fat. Non, mais sérieusement, tu sais, toutes les petites joies du printemps qui s'en viennent, vraiment, ça va être tellement le fun. Tu sais, ces petites habitudes-là qu'on va tout avoir, là, le mois d'avril se pointe le nez, quand est-ce que les golfs vont ouvrir, on commence à checker la météo un peu. Tu sais, l'hiver, je check la météo juste pour savoir si je sors dehors ou pas. Là, vraiment, check le forecast. Vraiment, c'est vraiment une belle période. Je pense que tous les golfeurs, on est amoureux du printemps. Si un golfeur québécois te dit Oh non, moi, le printemps, ça pue dehors, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça jouer dans la boîte. C'est soit pas un vrai golfeur ou c'est quelqu'un qui passe l'hiver en Floride. Il n'y a pas un golfeur québécois qui passe l'hiver ici qui est pas surexcité de ce qui s'en vient. Le printemps, c'est toutes les possibilités. On recommence à neuf, vraiment. C'est toujours le fun. Repartir une saison, de revoir des fois des amis que tu revois un petit peu plus l'été. Juste parce que la connexion se fait plus avec le golf que peut-être pour le reste. Revoir le staff que vous allez revoir aussi si vous êtes membre dans un club, les gens qui reviennent. Donc, non, vraiment, c'est vraiment une période super le fun. Puis, qui dit printemps, qui dit le retour du beau temps pour chez nous, dit le Masters. On va avoir le droit à tout un Masters, je pense, cette année. Il y a quand même un petit hype avant même que ça commence. Le plus gros hype est que, bien entendu, les joueurs du LIV vont en faire partie. Fait que ça, déjà, ça donne un petit piquant. Là. C'est un petit shot de sriracha là, sur le top de tout ça, là, qui est déjà le Masters, qui n'a pas besoin de plus que le Masters. Vraiment, c'est comme c'est le tournoi, mais juste
juste de voir la vibe qu'il va avoir en début de semaine. Tu sais, honnêtement, je pense que le tournoi, il commence pas jeudi, il commence lundi puis mardi direct, là. C'est dans les rondes de pratique, comment ça va se côtoyer un peu dans le range. Est-ce que, est-ce que ceux qui étaient bien pompés du côté du PGA Tour en début, les Jordan Spieth, les Rory McIlroy, est-ce qu'ils vont s'être calmés un peu? On va voir. Mickelson avec sa face de pète, on va voir. Il va être encore cocky, cocky comme il a été dans les derniers mois. Il va essayer de venir jouer en short? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire. Imprévisible, le petit Mickelson, depuis qu'il est sur le livre. Il faut, il me semble qu'il était quand même tranquille avant. Il me semble que c'était monsieur sourire. Il marchait, l'air un peu niais. Il était bon en entrevue, il choquait pas trop, il faisait des petits thumbs up à la foule. Il mettait des polos trop grands. Il avait l'air. Il avait l'air low profile, il avait l'air tranquille. Là, tabarouette. La cinquantaine, là, l'a changé. La cinquantaine l'a frappé durement. Pas si dur que ça, là. Il doit valoir genre 400 millions, là, tout d'un coup. Là. Mais c'est ça, ça va être assez intéressant de voir les joueurs du livre. Comment ça va être la dynamique. Est-ce que, est-ce que Patrick Reed et Rory McIlroy vont finalement arrêter leur guéguerre? Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une couple de semaines, je me souviens plus si c'était Dubaï ou Abu Dhabi, mais on avait dans le range, dans une des rondes de pratique, un Patrick Reed qui est allé pour serrer la main de McIlroy. McIlroy, il faisait des affaires, je sais pas, il arrangeait son trackman ou quoi que ce soit, il s'est même pas levé, il l'a même pas regardé. Puis Patrick a sauvagement flippé un tee, lancé un tee sur McIlroy. Euh, ça avait quand même brassé un peu. C'est quand même un drôle de move. Ça aurait pu vraiment mal virer pour Patrick en plus. Pour ceux qui savent pas, le majeur droit et le pouce droit de Patrick sont enregistrés comme des armes fatales, selon la loi. Patrick est champion de pichenotte en Georgie. Puis il a fini troisième au championnat du monde en 2002. Donc ça aurait été dans les droits de McIlroy de le poursuivre. Au même titre qu'un combattant de la UFC n'a pas le droit de se battre dans la rue. C'est juste trop dangereux. C'est la même chose. Si Patrick te fait une pichenotte, t'as des recours. Non, mais on va voir. On va voir les deux s'ils vont être encore un peu en compétition l'un vers l'autre. Ah, là, j'ai du gros gossip. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de vous en parler. Ok. Ok, je vais vous le dire. Fait que de sources très crédibles et très très sûres, j'ai eu l'information que Rory McIlroy et Patrick Reed vont faire un combat de boxe l'un contre l'autre dans le prochain undercard de Jake Paul ou Logan Paul. Ça va être incroyable. Honnêtement, je suis super excité. Patrick Reed versus Rory McIlroy. Je sais c'est improbable. Déjà, ils sont pas dans le même weight class pantoute. McIlroy, 160 livres. Patrick Reed,
2,80, 2,90. Vraiment, ça va être vraiment bon, par contre. Puis j'ai aussi entendu que le flip de tee va être légal. Donc, c'est pas mal l'arme secrète de Patrick Reed. Donc, il va pouvoir se mettre des tees dans les poches, puis les garrocher sur McIlroy pendant le combat. Donc, non, je suis vraiment excité de voir ça. Je pense que ça va être un bon combat. McIlroy est quand même pas mal plus en shape que Patrick, ça c'est sûr. Patrick a un peu la largeur de fesses puis le body shape d'une serveuse de cafétéria, mettons. Il n'y a pas l'air de grand-chose. Rory s'entraîne à peu près 2 fois par jour. Mais j'ai comme l'impression que le petit Patrick, il y a un petit quelque chose de caché. Il me semble que je le vois avec un genre de fighting style un peu là à la Fighting Irish un peu là. Je sais pas si vous avez déjà vu le logo de Notre Dame football. Tu sais, je le vois là, les petits points par en bas là. Il se bat comme un boxeur des années 30. D'après moi, il y a un. Ah, je sais pas, hein, finalement, il a l'air d'avoir des petites mains en plus, Patrick. Non, honnêtement, je pense qu'il va se faire exploser. Imaginez, mettons, que c'est pas un combat de boxe, mais c'est un MMA style, donc UFC style. T'as le droit de kicker. T'as le droit de wrestle. T'as le droit de lutter. Ouf. Là, Patrick, first round, il se fait head kick par McElroy, c'est sûr, sûr, sûr. McElroy, la panthère, qui a l'air flexible, flexible, flexible. D'après moi, il front kick dans la bédane 3-4 fois. Puis après, soit un roundhouse kick, le petit kick par en arrière, ou straight up, paclao. Il te le pogne sur le bord de l'oreille, puis ciao bye. Donc, ouais. Malheureusement, c'est faux. Tout ça, il n'y aura pas de combat de boxe, ni de MMA entre les deux. Mais ça serait nice. Sérieusement, on parlait de réinventer le golf. Des petites rivalités comme ça devrait se finir dans le ring. C'est là que ça se passe. T'sais, Greg Norman, Rory McIlroy, ils s'entendent pas dans le ring. Direct. Ça serait pas pire. Greg Norman, le White Shark, je suis pas mal sûr qu'il est quand même assez tough. Qu'il y a une face à fesser dedans, par contre. Tabarouette, juste ça, c'est une motivation pas possible. Il est tout le temps en train de sourire, il a tout le temps l'air content. Il bonne face à swinger dedans. Mais ouais, ça serait le fun. Que les rivalités reviennent un peu. Que ça puisse se battre un peu. Mettons Brooks Koepka, Dustin Johnson. Quand les deux s'étaient pognés à la Ryder Cup en 2018 à Paris. Moi, j'étais là live. Je les ai vus jouer en équipe. Ouf. Ça se jasait pas liable, vraiment. Il y avait vraiment un petit quelque chose, on dirait. Fait que ça aurait été le fun, juste. Limite un combat de bras de fer. Là. Faites une petite séance, là. Laissez sortir un peu de rage. On filme ça. Ça hype un tournoi direct. On peut faire des conférences de presse un peu avant. On est golden. On est bijoux. Fait que. Non, c'est ça. Il n'y aura pas de combat entre les deux. Mais, je pense qu'on va quand même avoir le droit à un Masters incroyable. Comme d'habitude, malheureusement, toute la pression est sur mon Rory McIlroy. C'est comme moi, je le sais, puis je pense qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. On aimerait tellement ça qu'il close son Grand Slam. Donc, Grand Slam, c'est de gagner au moins une fois chacun des 4 tournois majeurs.
ça serait vraiment le fun. Même que là, je pense pessimiste, mais Colin que ça serait triste s'il réussit jamais. Mais Colin que ça serait le fun, ça serait émotif. Tu sais, ça compléterait presque une carrière. Là, tu sais. S'il gagne le Masters, il pourrait arrêter de jouer demain. Puis clutch, là, vraiment. Avec tout ce qu'il a fait déjà, ça serait, euh, ça serait vraiment, ça serait vraiment parfait. Puis Colin, quand je pense à ça, je suis incapable de pas penser à. Je me souviens plus c'était en quelle année, il était encore un kid. Il menait par je sais pas combien après le front nine. Vraiment, ça avait l'air locked in. Il manquait pas une shot. Sort le driver au 10. Même les commentateurs étaient comme Colin, driver au 10. Ok. Le kid est confiant. Snap hook un mille à gauche. Pff, terminé. Terminé. Il a dû jouer genre 42 sur le back. Euh, je pense que ça aurait été son premier majeur. Il n'avait jamais gagné. Donc, juste ça même, je trouve que ça rajoute un peu de suspense, un peu de poids à ce qui peut vraiment juste enlever les démons. C'est sûr que les démons sont encore là. Je suis pas mal sûr que lui, il pense pas, mais peut-être en fait. Si moi, j'y pense encore, probablement que lui, il pense un peu. Sur le back nine, s'il est dans la game dimanche, déjà, je call qu'il frappera pas driver au 10. Mais, mais c'est ça. Rory qui close son Grand Slam, qui donne une claque d'en face à Patrick Reed en finissant au 18. Ça serait, ça serait vraiment sharp. Moi, je sais que c'est sûr que je vais voter pour Rory tout le long. Juste pour ça. Mais c'est ça, ça doit être tough. Ça doit être tough. En conférence de presse, il va se faire poser la même question 14 000 fois. Qu'est-ce que t'en penses de. Et là, si tu gagnes, là, tu termines le Grand Slam. Hein? Il y en a juste 5 qui ont gagné le Grand Slam. Ben oui. Fait que, non, c'est ça. Ça va être le fun. Ben des top players qui sont chaud, chaud, chaud en ce moment. John Ram, Scotty Scheffler, Sam Burns qui a gagné le match play en fin de semaine. C'était du golf aussi incroyable. Tabarouette, Sam Burns. J'ai vraiment vu une balle pas bouger de même. J'ai vu frapper je sais pas combien de shots pendant la semaine. Il y en a plein que je suis pas capable de savoir si c'est des draws ou si c'est des fades. Là. Vraiment, c'est tout un joueur. Puis là, quand il se met à poter, lui, il a un tabarouette de beau stroke, la balle. Caroline, tu penses qu'elle a fini de rouler 3 pieds avant le trou? Elle continue, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Vraiment, tout un stroke. Je sais pas s'il est streaky ou il n'y a pas tout le temps de même, mais cette semaine à Austin, c'était pas mal impressionnant. Donc, donc c'est ça, ça va être excitant quand même. Puis c'est ça. En tout cas, je sais que chez nous à la maison, en grandissant, Masters, c'était une tradition. J'espère que vous allez prendre le temps de l'écouter au moins le dimanche. Euh, c'est notre Super Bowl un peu, puis ça arrive tellement dans une période parfaite pour nous autres. Là, première semaine d'avril. C'est rare qu'il fait super beau, mais on le sait quand même que ça s'en vient. On le sait que ça va ouvrir bientôt. On le sait que International 2000 sont en train de pelleter à la neige c'est green. Euh, on le sait que ça s'en vient, donc c'est vraiment tout le temps parfait. Je trouve que c'est la meilleure façon de nous primer, nous exciter un peu. Puis en réveiller d'autres. Des fois, il y en a d'autres, je sais pas, des golfeurs qui sont peut-être plus occasionnels, qui sont comme, ouais, ok, le golf, non, non. Moi, je suis pas pressé. Le tabarouette, quand t'écoutes ça à la TV, le Masters, là, tu peux pas être indifférent. Tu peux pas avoir le goût
de sortir dehors, s'il y a de la neige encore, de te pelleter un genre de 5 pieds carrés pour juste en chipper 2-3, vraiment, c'est bien excitant. On va quand même avoir aussi 4 Canadiens dans le field. C'est le fun. Je sais pas si on. Je trouve que c'est pas mal. J'ai pas checké tous les fields de toutes les dernières années, mais quand même, 4 Canadiens, c'est sharp. Adam Svensson, que je suis pas mal sûr que c'est son premier qui joue, qui a gagné sur le PGA Tour cette année. Corey Connors, qui était chaud bouillant l'année passée. Mackenzie Hughes, qui a gagné aussi. Et notre bon vieux Mike Weir, la légende. Quand même qui a gagné le Masters. Un Canadien qui gagne le Masters. Caroline, que c'était sharp, ça aussi. Je m'en souviens que Caroline, j'étais pas vieux, ça devait être en genre 2003. Ça, je me souviens, mon père écoutait ça à la TV, on était comme tabarouette. Mon père était comme, c'est que j'ai joué avec quand il a gagné son premier tournoi du Canadian Tour. Il était pas si bon que ça. Non, c'est pas vrai. Mon père a toujours dit qu'il était vraiment, vraiment bon. Il avait une tabarouette de tête. Ses épaules. Là, quand mon père a joué avec, il était jeune. Mike Weir, honnêtement, minuscule. Quand tu le vois en vrai, là, il est petit et maigrichon. Donc, un peu l'air de rien. Mais c'est ça, mon père disait. Tu le regardais pratiquer, tu le regardais juste son attitude, tu le voyais que c'était un winner, tu le voyais qu'il savait exactement où il s'en allait. Donc c'est ça, je me souviens de Mike. Mike qui avait gagné. J'avais eu la chance de le rencontrer aussi cette année-là. Il faisait des corpos un peu partout. Vraiment. Il était venu au Fontainebleau. Il devait avoir un deal avec Club Link ou quelque chose. Puis c'est ça, tu le voyais que c'était un gars straight, sérieux, 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 super fin aussi. Puis je me souviens, c'est que c'était ça, quel job de marde il y avait par contre, le pauvre. Il était installé sur le tee du 10, puis il faisait rien que frapper une drive avec chaque groupe qui passait, puis il prenait une photo avec. Caroline! Tu viens de gagner le Masters. C'est débattable, mais tu sais, ça vient pas bien plus gros que le Masters. Au golf, sérieux, tu peux avoir des avis, whatever. Ça vient pas bien plus gros que ça. Tu gagnes le plus gros tournoi que tu peux pas gagner. Puis, 3 mois plus tard, t'es planté sur le tee du 10 à Blainville à frapper une shot aux 20 minutes. Caroline que c'est rough, pareil. Juste ça devrait juste tout remettre en perspective. Ceux qui pensent que Caroline, que le golf, c'est glamour, puis coaching. Asti, c'est vraiment, vraiment... En tout cas, j'ai pas pensé quand j'avais cet âge-là. Moi, j'avais, 12 ans, je voyais Mike Weir, tabarouette, j'avais les genoux qui shakaient. Puis de voir mon père, il disait salut, puis l'autre, il fait Hey JL, how are you? Je sais que moi, je capotais. Mais là, maintenant, quand j'y repense, tabarouette, c'est poche. Mais juste pour dire aussi, ça m'avait impressionné, même à 12 ans. Fait que déjà, la job de marde, okay, tu frappes une drive aux 15 minutes. Moi, tu me mets une drive aux 15 minutes, je la plante, je vais raconter 2-3 niaiseries au groupe, je vais roaster celle-là qui a une moustache, puis je vais la soigner, là, tu sais. Je m'en bats les couilles. Lui, il avait fait sa routine au complet, à chaque fois, puis dans ce temps-là, il faisait un double genre de rehearsal dans le backswing. C'était hyper long là, comme routine déjà. Il le faisait 2 fois, puis après il frappait. Caroline, routine complète, se mettait en arrière de la balle, prenait sa grande respiration, faisait une prière, les double rehearsal, puis après il swingait. J'étais tabarouette. Tu sais, il était vraiment dans un groove que on dirait.
C'est beau à voir, là. Chaque swing compte. Fait que même sur le tee, random, une journée de marde à 40 degrés dehors, Colin, il prenait son temps sur chaque shot, il voulait la frapper en plein milieu du club, en plein milieu du fairway. Ouais, c'était pur. Quand j'y repense, c'était très très pur. Un beau professionnalisme de Mike. Donc c'est ça, on va quand même avoir quatre Canadiens à surveiller. Donc c'est cool. En espérant qu'il y en ait un qui soit dans le mix la fin de semaine. Ça serait le fun. Corey qui a tellement bien joué. Je pense que c'était il y a 2 ans, en fait. J'ai dit l'année passée tantôt, mais c'est il y a 2 ans. On sait jamais. On sait jamais. Puis sinon, en parlant aussi du Masters un peu, donc j'ai vu un commentaire de Gary Player. Donc Gary Player, joueur légendaire, justement, on parlait du Grand Slam, un des 5 qui a gagné le Grand Slam. Il s'est fait demander de ranker les 4 tournois majeurs. Donc, en première position, il met The Open, donc British Open. Pas de trouble là. Gary, c'est un Sud-Africain, joueur international. Peut-être une relation un petit peu plus avec l'Europe. The Open, c'est pur en tabarouette. C'est souvent joué un peu dans le Home of Golf en Écosse, où est-ce que ça a commencé. C'est noble, c'est pur. Beaucoup d'histoire. En fait, le tournoi qui a le plus d'histoire. I get it. Deuxième position, US Open. Très valable. Très, très, très valable comme... comment dire, comme opinion aussi. US Open, la USGA. États-Unis, c'est comme le pays le plus fort pour le golf. USGA qui joue des tracks insane pour le US Open. Puis les setups monstrueux. C'est comme le setup où est-ce que souvent on est comme là c'est indéniable, c'est tout le temps le meilleur joueur qui va gagner, c'est impossible. Tu peux pas être chanceux là-bas, tu peux pas gagner par chance, mettons là-bas, c'est trop tough. Faut que tu joues impeccable pour gagner. Donc aucun problème avec ça. En deuxième position, US Open. Troisième position, le PGA Championship. Pardon. Pardon. Si tu mets le PGA Championship troisième, ça veut dire que tu mets le Masters en, en quatrième, en dernier. Le PGA Championship, la moitié du field, c'est des pros de club. T'es pas sérieux? T'es pas sérieux? Gary. Gary. Calme-toi. T'as gagné 3 Masters en plus. Le PGA Championship est en avant du Masters. C'est le seul tournoi qui a pas d'histoire, qui a limite pas rapport, qui Caroline, c'est des pros de club. Il manque toute la cote ou presque, mais Astic, tu peux être pairé avec Johnny Kuchani qui le matin même, il a fallu qu'il fasse l'horaire du backshop, puis il a presque été ouvrir le pro shop parce que la petite fille n'est pas rentrée parce qu'elle s'est saoulée la veille. C'est come on. T'sais, mettons dans son ranking, si on décide que whatever, on peut plus avoir 4 tournois majeurs, faut juste en avoir 3. Gary il est comme coupe le Masters, Augusta, on coupe ça. On peut faire un petit tournoi si vous voulez, mais top 3, British, US, PGA Championship. Tabarouette. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas si... Il doit s'être pogné avec quelqu'un là-bas. En plus, c'est un des honoraries qui drive au 1.
C'est quoi l'affaire? C'est la seule affaire qui pourrait me faire dire que whatever est en chicane, c'est ça non plus, je sais plus c'est quelle année, mais en honorary, donc tu fais une drive avant que le tournoi commence, 10 minutes avant le premier tea time ou 20 minutes. Euh, Pendant longtemps, c'était Jack, Arnold puis Gary qui frappaient une drive chaque, puis ça partait le bal, ça ouvrait la semaine, avec le jeudi matin à 6h30. Très nice, c'est une belle tradition. Euh, Vraiment, c'est super cute. Euh, mais il y a une année, je pense que Gary, il invite son frère à comme cader. Fait que le cader, tu cades pas vraiment, là, dans le fond. Tu amènes le sac sur le tee du 1, puis après, tu t'en retournes au clubhouse. Ta journée n'est pas trop remplie. Mais il y avait le frère de Gary qui s'était planté comme direct en face de la caméra, qui avait du gros airtime, puis il bougeait pas. Il tenait une douzaine de balles de genre marque obscure japonaise, genre la X Factor random. Il était en mode publicité pour le X Factor. Fait qu'il s'est planté là. Je sais pas combien de monde qui regarde ça. Puis c'est rejoué 1000 fois. Là, toutes les coverages vont partir leur coverage à peu près avec ça. RDS, ESPN, whatever. Fait que tout ce qu'on voit, c'est le frère à Gary avec une douzaine de balles qui tient juste en avant de sa bédaine. Puis, ben chill, il bouge pas, il la tient là. C'était ordinaire. C'était très, très, très ordinaire. Je pense qu'il s'est fait bannir forever. Il peut plus jamais remettre les pieds sur la propriété. Gary, dans le temps, il avait dit oh non, c'était pas fort, là, c'est pas moi qui ai dit de faire ça, non, non, non. Je sais pas. Je sais pas. Le fait qu'ils mettent le Masters en quatrième position, je trouve ça tout à coup un peu louche. Un peu louche. Faudrait investiguer. Je trouve que ça corrèle un peu. Ça match un peu, tout ça. Donc, c'est ça. Sinon, sinon, cette semaine, ça va quand même être le fun aussi. Je pense que c'est la dernière chance à notre ami que tout le monde aime, Ricky Fowler, de rentrer dans le field du Masters. Ça va être tough. Ça va être tough. Je pense qu'il faut qu'il gagne, dans le fond. Il faut qu'il gagne le tournoi cette semaine. C'est la seule façon. C'est la seule façon qu'il rentre. Ça serait une belle histoire. Tabarouette. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment touchant. Ça partirait. Tabarouette, ça partirait le tournoi d'avance aussi. Et boy. Ça serait extrêmement touchant. Ricky qui est sur un super beau comeback, vraiment. A rechangé de coach et retourné avec les Harmon. Retrouver sa game, honnêtement. Moi, ça faisait une année ou deux que je trouvais qu'il swingait pas terrible. Là, ça avait pas l'air trop. Pas l'air trop propre au niveau de l'impact. Là, ça flippait d'un bord puis de l'autre. Il y avait des chaffes en graphite dans ses fers pendant un bout. T'étais comme, oh là là, il se cherche le petit Ricky. La moustache molle était triste. Vraiment. Vraiment, t'as beau être le plus beau bonhomme du monde. Euh, la moustache molle était triste. Euh, mais là, tabarouette, presque instantané. Fait le switch avec les butch, tout à coup, tabarouette, le backswing est propre, propre, propre. Puis c'est tranquille dans la zone d'impact, il a l'air confiant. Euh, frappe, frappe vraiment, vraiment clean. Gros changement de putter aussi. Ricky qui était un deadly putter, me semble, entre genre 5 et 15 pieds. Là, c'était toujours
dans les tops sur le PGA Tour, là, il a mis un gros mallet, counterbalance, la grosse affaire sur le putting. Il roule pur. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances cette semaine. Ça va faire un petit truc de plus à suivre aussi. C'est ça qui est le fun aussi quand on approche du Masters. En tout cas, on le voyait dans les dernières semaines un peu, mais c'est un peu ta dernière chance pour rentrer dans le field. Field super select aussi. Ça aussi, c'est un truc, Gary. Come on. PG Championship, c'est qu'il y a genre 170 qualifs pour rentrer dedans, on dirait. Le Masters, c'est genre la crème de la crème. Il y avait toujours 2-3 Japonais qu'on sait pas vraiment ils sortent de où, mais souvent ils jouent super bien pareil. Il y a toujours 2 Japonais que t'as jamais vu qui jouent juste sur le Japan Tour. Ils arrivent là, tournent le coin, tu sais que vendredi soir, ils cardent un -6 total, t'es comme tabarouette. Ça sort de où ça? Ils ont-tu des copies d'Augusta au Japon, tu sais? Les gars ils se pratiquent. Ils grind, c'est qu'il y a un Augusta Tokyo ou je sais pas. Mais non, c'est ça. C'est le field parfait, au terrain parfait, euh, à la date parfaite, moi je trouve pour nous autres. Fait que c'est vraiment sharp. Alors, dans nos Québécois qui jouent bien, j'ai eu la chance de parler à Raoul Ménard cette semaine. Raoul qui est en Floride présentement, qui a fini troisième dans un mini-tour cette semaine. PG National, Bear Trap. Raoul il était super bien parti, 3 birdies pour partir. Il m'a dit que le Bear Trap, là, comment dire, un peu... il a fait bobo. On va garder des mots propres. Tout ce que j'avais en tête, c'était ultra vulgaire. Fait que non, le Bear Trap l'a juste mangé, en fait. Il s'est fait manger par l'ours direct. Il a fini à -1 pour finir troisième. C'est quand même super bon. Il va y avoir d'autres mini-tours dans les prochains jours aussi. Dans les prochaines semaines, excusez. Je vais essayer de mettre les liens, je sais pas où, mais je vais vous bombarder de liens de leaderboard. Essayer de voir le plus possible de scores des boys qui posent pas trop. Tu sais, ça reste des mini-tours, mais c'est le fun. C'est nos Québécois. C'est que ça nous fait de quoi regarder. Aux dernières nouvelles, je pense que les Canadiens feront pas les playoffs. Fait que tant qu'à ça, on est aussi bien de checker nos Québécois. Il y avait Max Gilbert aussi qui jouait. Max qui a fini, je pense, 11e. Sharp aussi. Ouais, excuse, je fais du bruit pour rien. Sinon, j'ai eu la chance de parler au duo Lacasse-Michaud qui sont rendus au Brésil. Donc, malheureusement, nos 2 Québécois sur le Latino ont manqué la cote la semaine passée. Cote à even, je pense que Joey l'a manqué par 1, puis Brandon par 4. Donc, semaine courte pour les boys. Mais le duo Lacasse-Michaud était honnêtement, pour, mettons, un gars qui a manqué 2 cotes, il m'a dit Yann, il n'y a personne qui a striké comme moi, mettons, qui a manqué à la cote. C'est impossible. Il dit j'ai fait le plus long putt que j'ai fait avec comme 8 pieds en 2 semaines. Il dit si je la roule juste un petit peu mieux, Colin, j'ai des chances de top 20 comme facile. Fait que non, les gars ont grindé solide sur le putting. Là aussi, là, le fait d'avoir Sonny, ça change la donne un peu pour Brandon. Les deux ont pu un peu en discuter, remettre les choses en place. Donc, Sao Paulo qui commence jeudi, ça aussi, il va y avoir des liens pour suivre ça. Donc, c'est le dernier tournoi avant une petite pause de 2 semaines. Puis après, ça repart pour la dernière stretch. Là, Brandon me disait Pérou, Équateur, Colombie, puis Mexique. Donc, grosse stretch après.
Donc, ça serait le fun que les boys, au moins que les deux fassent la cote, qu'on puisse les suivre le week-end, puis qu'ils performent bien avant la pause. Rien de mieux qu'une belle performance. La pratique est pas mal plus le fun quand tu retournes chez vous après une belle petite cote. Donc on va les suivre. Cette semaine. Il y avait plein d'autres anecdotes et tout. Brandon puis Sonny, c'est quand même des paysans un peu, là, tu sais, d'aller, d'aller jouer dans ces coins-là. Buenos Aires, Brandon, petit gars de Châteauguay, Sonny, Rouyn-Noranda, ça dépayse quand même. Fait que, il y a plein d'anecdotes le fun. On va les garder pour soit un autre épisode ou une bonne fois, ils vont bien venir sur le podcast pour nous raconter des niaiseries sur leur voyage. Donc c'est pas mal ça. Si vous avez aimé l'épisode, gâtez-vous, likez, commentez, partagez, parlez-en à votre grand-mère. Vraiment, payez-vous la traite. Merci tout le monde. Bisous.